Alors, à supposer que 2015 arrive, M. Fognon Singbe se positionne encore, participe aux élections et prétend avoir gagné. Que pensez-vous, hein? Qu'est-ce qui pourrait arriver, selon vous? C'est ça le problème. D'abord, nous allons nous battre pour qu'il ne se représente pas, pour qu'il fasse des réformes. Ensuite, si on le proclame à demi, ce ne sera pas transparent. Le scrutin ne sera pas transparent. Il y aura aussi des mouvements. Pourquoi il s'entête? Pourquoi il s'entête? Moi, je ne comprends pas son entêtement. C'est un acharnement. Et chez les thèmes, quand c'est comme ça, dans la culture, tout le monde dit, ben, si le peuple togolais est débiteur vis-à-vis de la famille Gnassingbé, que faut nous le dise, on va se cotiser individuellement pour payer et nous libérer de cette dette. Si nous sommes débiteurs vis-à-vis de la famille Diadema, les Togolais vont se cotiser individuellement, on va le payer ça à la fin, on va se libérer. Alors, il y a certains qui accusent également les chefs religieux. Hein. Je veux parler des catholiques, des protestants, des musulmans, les chefs religieux qui, en principe, doivent peser de tout leur poids dans cette situation, mais aujourd'hui, on ne les sent pas. Est-ce que vous êtes de ce même avis? Vous savez, il y a des ressorts de relais, des cordes de secours, comme sur le ring de boxeur. Au Togo, ces cordes-là ont été affaiblies. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, les marabouts, donc les grands responsables de Mouride, des Tidjaniya, les autorités religieuses suivent l'évolution sociopolitique. Et ces autorités veillent à une ligne rouge que personne ne doit dépasser. Donc, quand cette ligne vient à être approchée, ils disent non, écoutez, faites attention, vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Au Ghana, vous avez la chefferie traditionnelle, notamment le chef Ashanti, le Outoufon, la Santéné, qui peut lever la voix et dire non, les politiques, non, vous êtes en train d'exagérer, vous êtes en train d'aller au-delà de la ligne rouge, arrêtez-vous. La dernière fois, vous avez vu le Moronaba au Burkina Faso. Au Togo, tous ces ressorts-là ont été anéantis. La chefferie traditionnelle a été affaiblie. Aujourd'hui, la chefferie traditionnelle est sous ordre. Quand vous voulez briguer le poste de chefferie chez vous, vous devez être en accord avec UNIR, les gens de UNIR. La chefferie a été politisée, affaiblie. Des gens sont même... Alors, la même chose s'est passée avec les autorités religieuses. Ils sont affaiblis, on les manipule, on les terrorise, oui, il faut le dire. Mais, dans tout ça, il faut reconnaître que les chrétiens ont quand même joué leur partition. Il faut le leur reconnaître. Parce que de temps en temps, ils sortent des déclarations, ils prennent position. Mais les religieux qui ont été le plus cernés, c'est la religion musulmane. Au point où on n'entend pas l'Union musulmane. L'Union musulmane n'a jamais sorti une seule déclaration sur la situation sociopolitique du Togo. Et c'est regrettable. Parce que les responsables de l'Église sont des déclarations parce qu'ils sont des gens qui conduisent les hommes. Et donc, ils ne veulent pas du péril contre les hommes qu'ils dirigent. C'est de même pour les imams. Pourquoi les imams ne disent rien, même quand ils voient le peuple en péril? C'est parce que là-bas, le pouvoir a beaucoup noyauté. Les associations, les regroupements religieux du côté de l'islam. Et les gens ont l'impression que les musulmans sont pour le pouvoir, sont pour la dictature. Ce n'est pas vrai. Finalement, ils ont réduit l'Union musulmane à une coquille vide. Vous avez le bureau de l'Union musulmane qui n'a pas les mêmes idées sur la politique que les musulmans. Les musulmans ne sont pas d'accord avec ce régime qui nous opprime. Mais l'Union musulmane est muselée. Ils sont obligés de lire une motion à chaque fois qu'ils finissent la prière. Les musulmans ne sont pas contents quand le président de la République et Adema Ofor Gnassingbé se place devant eux assis dans un fauteuil où le Premier ministre assis pendant qu'il prie. Pendant la tabaski ou le ramadan, les musulmans ne sont pas d'accord. C'est les responsables des musulmans qui les y obligent. Les musulmans ne sont pas d'accord. Moi, je passe un mois à jeûner. Je mange, je respecte les privations pendant la journée. Je finis 30 jours ou 29 jours. Voilà quelqu'un qui ne jeûne jamais ou qui ne jeûne pas, qui n'est pas de ma religion, qui n'est pas d'une religion que je respecte, qui vient s'asseoir
Parce qu'il faut dire que Faure il n'est pas tout à fait pratiquant croyant chrétien. S'il est pratiquant chrétien, on aurait fini le problème du Togo. Parce qu'un croyant, c'est un croyant. Qu'il s'agisse du christianisme ou de l'islam, ou de la religion traditionnelle, un croyant, c'est un croyant. Il vient s'asseoir, et puis on prie, il est assis devant. Les musulmans sont gênés, embêtés par cette situation, mais ils n'ont aucun pouvoir contre. Donc, ces autorités-là, traditionnelles et religieuses, ont été affaiblies au point où le Togo ne peut pas à un moment donné dire « Ah, nous pouvons nous appuyer sur eux ». Mais, tant bien que mal, ils se battent. Mais chapeau aux chrétiens, aux responsables chrétiens, oui, ils font des déclarations. Mais dans l'état où se trouve l'Union musulmane aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais de là à dire que les musulmans sont pour la dictature. Alors, M. Tedia, à vous entendre, on sent une certaine colère contre le régime. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous du règne de M. Faure Gnassingbé depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je ne peux pas parler de bilan, parce que ce n'est pas à vous de faire le bilan. Quelle appréciation faites-vous de ce régime-là, de la gérance de ce pays? Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas en colère. C'est peut-être le temps où... Non, je ne suis pas en colère. Il s'agit d'un débat pour notre pays, d'un débat pour l'Afrique. Je n'ai pas de raison à être en colère ou à m'emporter. Je constate tout simplement que nous sommes en face d'un régime qui ne respecte rien. Parce que Faure arrive en 2005. Il commence sa gouvernance. Il y a la PG qui est conclue. Il ne met pas en œuvre la PG. Il parle des réformes sur la décentralisation. La première loi sur la décentralisation est de 1998. Il y a eu la loi de 2007 sur la décentralisation des libertés locales. Le Togo n'est pas encore en décentralisation. Les États qui ont commencé après nous sont déjà en décentralisation effective. Donc je constate que nous avons en face de nous des gouvernants qui ne respectent pas la loi. J'ai appris la dernière fois qu'on commence par parler de la déclaration de patrimoine s'agissant des responsables de OTR. Mais et le président de la République et les ministres. Je crois que c'est dans notre constitution. Le président ne fait pas de déclaration de patrimoine, les ministres ne l'ont pas fait, et maintenant on demande aux gens de l'OTR de le faire. Je constate tout simplement que Faure ne respecte pas ses engagements, il ne respecte pas la loi. C'est pour cela que ceux qui disent qu'il faut encore lui accorder quoi que ce soit, qu'est-ce qui garantit qu'il va respecter ça après? On va me parler des grands travaux, c'est des ravalements de surface. Et on est en train d'endetter des générations sans leur consentement. Ça, c'est grave. Regardez quelqu'un qui dirige un pays où les grands travaux, c'est des étrangers, c'est les Chinois qui construisent les ponts, les rues et autres. Mais l'école nationale d'ingénieurs d'Annecy est une vieille école au Togo. Ils n'ont pas eu l'opportunité de construire un seul pont. À ma connaissance, peut-être que je me trompe. Alors, voilà un président, un chef d'État, un système qui travaille seulement à conserver le pouvoir. C'est-à-dire que le désir de Faure, c'est de conserver le pouvoir. Tout ce qu'il fait, toutes les actions posées, tous les actes posés, toutes les idées qu'il exprime ont une résultante. Conserver le pouvoir. Il faut que les Togolais le refusent. Le Togo n'est pas une propriété de leur famille, non. Il faut s'y opposer. Il faut s'y opposer. Où est le bonheur qu'il a promis? Où est la démocratie qu'il a promis? Encore une fois, si vraiment nous sommes débiteurs par rapport à sa famille, il faut qu'on nous dise, qu'on l'évalue et puis qu'on paye pour qu'on se libère une fois pour toutes. D'accord. Alors, M. Tsegam, parlons maintenant un peu du social. Aujourd'hui, il y a une certaine grogne au niveau du secteur des travailleurs, le secteur social. Quelle est la position du PNP par rapport à ces cris des travailleurs togolais? Quand je regarde le travailleur togolais, je regarde le paysan togolais, l'éleveur togolais, le travailleur, le fonctionnaire, je me demande pourquoi ils travaillent. Parce qu'on travaille à se réaliser. Le travail libère. Le travail est libérateur. On travaille pour sa satisfaction. Sommes-nous dans le contexte du Togo dans une situation comme ça? Moi, j'ai connu mon père paysan.
J'ai vu les difficultés les difficultés dans lesquelles ils nous élevaient. J'ai été fonctionnaire d'État. Je vois comment un fonctionnaire paye un prêt qu'il souscrit à la banque. Mon frère, vous passez 35 mois à rembourser un prêt de 1 500 000. Vous avez 35 mois pour rembourser un prêt de 1 500 000. Je sais de quoi je parle. Vous êtes le pays de la sous-région où les salaires sont les plus bas. C'est quoi le problème? De quelles ressources extraordinaires dispose le Bénin? De quelles ressources exceptionnelles ou extraordinaires dispose le Burkina Faso dans le Sahel là-bas pour mieux payer, pour mieux traiter ses salariés? Le fonctionnaire togolais met toute la vie à se construire une petite maison. Et à la retraite, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Alors, c'est quoi ce travail qui ne vous habille pas, qui ne vous nourrit pas décemment, qui ne vous loge pas, qui ne vous permette pas de répondre quand vos enfants sont malades? Mais quand on annonce une grossesse à un Togolais, il a peur, son cœur tremble, alors que c'est une bonne nouvelle. Quand les Togolais apprennent l'approche des fêtes, ils tremblent alors que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est des gens qui travaillent. Pourquoi une minorité nous asservit, une minorité nous prend en esclavage? Le moment est venu de se libérer, je crois. Je crois. C'est triste. C'est triste, ça rappelle, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, les germinales pour le bout de bois de Dieu. En fait, on ne travaille pas à sa satisfaction au Togo. Alors, on a comme l'impression que c'est tous les secteurs qui sont minés, quand nous prenons par exemple le sport. Et là, justement, qu'est-ce qu'il faut retenir du sport? Et aujourd'hui, par rapport à la crise qui secoue ce secteur-là, que pensez-vous de cela? Comment pensez-vous qu'on puisse s'en sortir? Je crois que le problème du football au Togo découle aussi de façon générale de la gouvernance politique dans notre pays. Parce qu'à partir du moment où, vous savez, les éminents ont un proverbe que j'admire, ils disent le poisson pourrit par la tête. Une fois que la tête du poisson est pourrie, il faut s'attendre à la putréfaction du corps, de l'ensemble du corps. Regardez un pays où ceux qui ont à gérer le football, pour la plupart ou pour certains, n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés par le foot, ils ne connaissent rien du football. Moi, j'ai eu des camarades de fac qui ne s'intéressaient même pas au football à l'université. Vous savez, les départements avaient des équipes de football. Je crois que ça existe encore. Ils ne s'intéressaient même pas au football, même pas en tant que spectateurs. Après, moi, je les ai vus ministres du sport. Où sont les vieilles gloires du football togolais pour gérer le football? Vous parlez de qui, là? Vous parlez de qui? Non, je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom, mais suivez mon regard. Où sont les vieilles gloires pour animer ou pour gérer le football togolais? Ou pour donner des idées de gouvernance du football au Togo? Le Togo était bien parti. Le Togo est craint par le Ghana, le Cameroun. Mais aujourd'hui, regardez un peu le championnat togolais. Le niveau n'est pas très élevé. Parce qu'il y a même trop de clubs. Il y a trop de clubs. Les clubs corporatistes. Pourquoi la douane va-t-elle avoir un club? Je m'interroge. Pourquoi Togo Télécom doit avoir un club? Va-t-il avoir un club? Pourquoi le port aussi, non, a un club? Pourquoi? De mon point de vue, le port devrait dire: nous sponsorisons Agaza de Lomé, ou nous sponsorisons Semassi de Sokodé, une autre équipe, ou Entente de Lomé. À partir de ce moment, quand vous voyez ces équipes-là jouer, elles portent le maillot du port autonome ou de la douane.
Maintenant, et ils créent des clubs. Moi, je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, il faut en finir avec ces clubs. La douane ne doit pas avoir un club. Le port autonome ne doit pas avoir de club. Le port aussi ne doit pas avoir de club. Maintenant, il faut faire en sorte que l'équipe nationale soit une équipe stable. Ce n'est pas à l'approche du match qu'on recrute des gens, même sans avoir regardé bien dans le championnat national. Mais tout ça là va être régularisé si la gouvernance au sommet se régularise. Moi, je pense que la question du sport togolais ou du football togolais, c'est un peu de la gouvernance politique. C'est un peu comme l'appelait le ganglion. Si vous voulez traiter le ganglion, alors que la plaie n'est pas guérie, je crois que vous n'avez encore rien fait. Donc, il faut que le poisson soit sain depuis la tête, comme je le disais entre-temps. Donc voilà comment je vois le football togolais, puis faire en sorte que aussi les vieilles gloires soient connues. Parce que le stade de Kégué, pourquoi on ne l'appelle pas stade Apiti-Kaolo? Pourquoi? Alors, ça veut dire qu'on va arriver à la même chose avec Cheikh Adebayor. Les Tony Sylvestre ne sont pas connus. Pourtant, ils se sont battus. Ils ont aujourd'hui des cicatrices sur leur corps en se battant pour le Togo. Adebayor a des plaies sur lui parce qu'il est en train de se battre pour le Togo. Ah, vous avez des stades qui n'ont pas de nom. Au Ghana, vous avez le Jan Stadium, vous avez Baba Yara Stadium. Pourquoi chez vous, on a peur que les autres laissent leur nom à la postérité? Pourquoi? Si vous n'êtes pas Adema ou de sa famille, vous ne laissez pas de nom. C'est quoi cette gouvernance? Donc, il faut aussi jouer à ce niveau-là. N'est-ce pas? Pour faire en sorte que le football revienne, qu'ils reconnaissent les dignes fils qui sont battus. Dans d'autres domaines aussi, c'est valable. Alors, Monsieur Ateyam, nous avons pratiquement fait le tour. Dites-nous en 2-3 mots, un mot pour le peuple togolais et peut-être pour les chrétiens. C'est pas vous êtes musulmans, les chrétiens qui sont en train de fêter la fin de l'année, la Saint-Sylvestre. Dites-nous un mot pour le peuple togolais. Oui, bien sûr, aux chrétiens, je souhaite une bonne fête. Vous savez, on dit aux musulmans, vous pouvez prier dans une église, c'est propre pour vous. Vous voyez, c'est les mêmes religions, la religion d'Abraham. Donc je leur souhaite une bonne fête. Et je souhaite une fête sans difficulté, en tout cas sans accident, parce que généralement les moments de fête sont des moments aussi où on enregistre beaucoup d'accidents. Je souhaite que Dieu fasse qu'il n'y ait pas ces accidents-là, que ça se passe dans de bonnes conditions, calmement, dans la gaieté. Mais je voudrais dire au peuple togolais de se mettre debout, de ne pas accepter ce que les gens ont refusé ailleurs. Le peuple togolais n'est pas différent du peuple béninois, ghanéen, burkinabé et autres. Les Béninois se sont opposés à la révision de la Constitution. Donc, le peuple togolais est en droit de s'opposer au pouvoir à vie. Le peuple togolais a tous les droits de s'opposer à la monarchisation du pouvoir. Nous ne pouvons pas l'accepter. Une seule famille qui nous gouverne plus d'un demi-siècle. Le moment est venu, Togo debout et chassons l'éclipse. Parce que nous sommes dans une situation d'éclipse depuis le 13 janvier 1963. Merci beaucoup, M. Ateyam. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.